Je vais commencer par juste une toute petite présentation. Donc, je suis Richard Taylor. Je suis directeur de nos activités conseil et transformation chez Business at Work depuis presque 20 ans maintenant. Je suis dans ce métier de la stratégie SI et des grands programmes de transformation depuis presque 30 ans maintenant. Et j'ai démarré avec SAP, avec une entreprise à laquelle j'ai participé à sa cofondation à partir de 97. Donc, les ERP est un sujet, et SAP en particulier, que je suis depuis assez longtemps. Et je vais essayer de partager avec vous quelques convictions que j'ai sur ce qui se passe en ce moment. J'appartiens à Business at Work. Nous sommes une société de conseil en management SI. On existe depuis donc une vingtaine d'années. Je suis un des fondateurs. Nous sommes aujourd'hui à peu près 260 consultants, 26 millions de chiffres d'affaires, et avec des bureaux euh, en France, à Paris, en nearshore à Caen, et puis un bureau londonien et des activités d'offshoring à l'île Maurice. Notre offre est une offre globale sur le cycle de vie des SI, depuis le conseil et l'alignement stratégique très en amont, toutes les activités de projet en maîtrise d'œuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, et nous offrons des services de support récurrents pour gérer et assister nos clients tout au long de l'exploitation et l'évolution de leur système après les projets de mise en œuvre. Nos grandes spécialités sont la stratégie et la gouvernance des SI. Ce sont toutes les grandes solutions ERP, BI, data et digital aujourd'hui, et le pilotage des grands programmes de transformation. L'objet n'est pas de parler de nous aujourd'hui, donc je vous invite à nous retrouver sur notre site si vous voulez en savoir plus. C'est juste pour donner du contexte avec lequel on regarde ce prisme aujourd'hui. Alors, pour cette question conversion S4HANA, combien de temps avez-vous réellement pour vous préparer? Mon propos va revenir sur 5 points. D'abord, on va regarder tout petit peu les conséquences de l'annonce d'SAP, les enjeux qui sont forcément adressés à travers tout ça. Ensuite, on passera un peu de temps justement à adresser cette question, combien de temps avons-nous réellement, et qu'est-ce qui peut nous amener à considérer peut-être une accélération ou une décélération de l'instruction de ce dossier. On terminera par d'abord un petit récap de ce qu'on aura partagé sur les décisions qui sont à prendre et quelques pistes sur comment démarrer sa réflexion si elle n'est pas encore engagée chez vous. Alors, premièrement, il y a eu un avant et un après, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Le 4 février de cette année, il y a eu d'autres annonces qui ont précédé, mais sur le site de SAP, vous avez pu lire que SAP a annoncé un engagement de maintenance euh, pour sa version S4HANA jusqu'à 2040. Ça, c'était déjà un point très très important de savoir que la situation cible va durer un certain temps. Mais en parallèle, ils ont annoncé que la maintenance générale des applications de la version précédente, la suite 7, ECC6, serait prolongée de fin 2025 à fin 2027, avec l'option de pouvoir prolonger jusqu'à fin 2030. Ce sont des décisions qui sont importantes à ce stade, parce que si les choses n'avaient pas démarré, la vision qu'on avait avant février 2020, c'est que on était rentré sur une dernière ligne droite de la maintenance du système actuel, avec une fin 2025. La poursuite, bien sûr, possible, mais à un prix pendant les 3 années qui suivent. Et après ça, vous rentrez dans une zone de grand inconfort, qui aujourd'hui est schématisée en rouge, dans laquelle peut-être que vous pourriez encore négocier avec SAP ou avec des partenaires pour assurer une forme de maintenance. Ça, il y a des solutions qui sont possibles. Le problème, c'est que vous êtes alors sur un environnement et sur une version qui est sujet à des tas d'aléas, de composants
qui sont en dehors du spectre de ce que vous maintenez d'habitude. Et peut-être que vous l'avez déjà vécu sur d'autres applications ou dans d'autres vies, mais c'est excessivement inconfortable de vivre à la merci d'accidents potentiels qui peuvent tout d'un coup vous mettre un coup de stress monumental, voire potentiellement fatal si vous ne parvenez pas à rétablir la situation. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes obligé de prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre du bon sens si vous aviez pu le faire en amont ou en tout cas à l'encontre d'économies ou de décisions économiques et financières raisonnables. Donc l'avantage ou le grand plus de cette annonce, si vous n'avez pas démarré, c'est qu'effectivement, la maintenance de CC6 est reportée avec les mêmes conditions. Vous aurez une période où vous pouvez poursuivre pendant 3 ans derrière et à nouveau, vous revivrez. Donc, quelque part sur le papier, on recule de 10 ans la période à partir de laquelle vous pourriez vous retrouver en risque maximal si vous n'avez pas bougé votre plateforme ECC6 actuelle. Alors évidemment, la tentation pourrait être de dire que finalement, ce dossier que vous avez bien à l'esprit, il peut se permettre d'attendre un tout petit peu. Alors, on va y revenir dans quelques minutes, mais la première chose qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce décalage a été annoncé? La réponse est assez évidente, mais ça vaut la peine quand même de se le rappeler, de se le dire, c'est que l'écosystème n'est pas prêt. L'écosystème éditeur, client, partenaire n'était pas prêt pour réussir le passage de cette date de fin 2025 sereinement. Malheureusement, beaucoup de clients ne se sont pas du tout mis en position pour engager un tel projet. 2025, ça paraît très loin quand on est en 2019. C'est au milieu de la décennie suivante. Dès qu'on est en 2020, tout d'un coup, ça nous concerne un peu plus. Et malgré tout, on peut avoir la tentation de dire que 2025, c'est relativement loin. On y reviendra. Au niveau des éditeurs, ou de l'éditeur en fait, de l'éditeur SAP, une des raisons aussi de ce décalage, c'est que finalement, SAP a encore besoin de temps pour convaincre ses clients de faire ce saut, de quitter sa version ECC6 et de partir vers toute sa nouvelle gamme d'offres. S4HANA, ça existe depuis un certain nombre d'années. Il y a des clients qui sont déjà passés dessus, bien sûr, mais le parc installé peine, ou en tout cas est lent, à prendre la décision à passer. Et la réalité, c'est que SAP n'a pas encore réussi à embarquer et à convaincre tous ses clients que ce sont des bons choix à faire maintenant. Et donc, SAP va pouvoir profiter malgré tout des 2 années supplémentaires pour continuer à évangéliser, pour affiner son discours autour de sa trajectoire, de faire en sorte aussi que ses propres produits puissent bénéficier de 2 ans de plus pour une mise à disposition des clients qui sécurisent notamment leur offre cloud, mais aussi la cohabitation des produits à la fois on-premise et dans le cloud. Il y a beaucoup de décisions à prendre et ce temps supplémentaire, SAP va le mettre à profit pour justifier et expliquer comment s'y prendre. Et enfin, et c'est pas des moindres, pour réaliser ces projets, la plupart des clients d'SAP s'appuient sur des partenaires. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour réaliser le nombre de projets qu'il y aurait à réaliser pour quitter l'environnement ECC6 aujourd'hui et passer sur S4, on parle d'à peu près 2000 projets en France aujourd'hui potentiels, eh ben, il n'y a pas assez de partenaires pour servir ces projets. Et en fait, des gens certifiés sur des migrations S4 et dotés de toutes les compétences, il y en a malheureusement très peu au regard du besoin. Et donc, effectivement, ce décalage va permettre aux partenaires aussi d'avancer sur ce point-là. Donc, l'écosystème n'est pas prêt
Et la grande question qui va se poser, c'est est-ce que dans 2 ans, nous serons tous collectivement un peu plus près? Ben, ça dépend largement de comment on apprécie le problème qui est devant nous. Alors, la conséquence évidemment de l'annonce, il y en a deux. C'est que ben, il faut arrêter quand même d'investir sur la version actuelle de ce que vous faites autour. Bien sûr, vous avez à la maintenir, vous avez à satisfaire un certain nombre de besoins réglementaires, mais ce n'est vraiment pas le moment de continuer sur des développements sur les versions actuelles, sur la version actuelle, sans les mettre en regard de comment vous allez les porter vers votre situation cible. Et donc, la deuxième conséquence, qui est une évidence à dire, mais qu'il faut tout mettre en œuvre, c'est qu'il y a une nécessité impérieuse de préparer la suite. Alors, la suite, l'évolution des SI, quand on parle de son socle ERP, quand on parle d'un changement de version comme celui qui se profile de la version précédente vers S4HANA, ça va être une décision qui va remonter à la direction générale. Ça va remonter parce que c'est une décision, ce sont des décisions, c'est très structurant. Euh, si on décide de faire des choix, de passer sur S4HANA, on va accepter un certain nombre de formes à son SI pour un certain nombre d'années. Et c'est très, très engageant. On ne pourra pas, une fois qu'on a fait un projet de cette nature, se dire qu'on va en faire un deuxième dans les 3 ou 5 ans qui suivent. Une fois qu'on a fait ce projet et qu'on a accepté les choix structurants qui sont associés à ce choix de plateforme, eh ben, on va devoir vivre avec pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir recontempler de faire un nouveau projet. Et la dernière raison pour laquelle on va devoir en parler à la direction générale, c'est que ces projets, ils sont chers, et je pourrais même dire très chers. Ils sont suffisamment chers qu'ils vont figurer dans les budgets de l'entreprise. Ils vont devoir faire l'objet de validation et de décisions d'investissement bien réfléchies et partagées au plus haut niveau. Le deuxième point particulièrement important de ce qui nous arrive en ce moment, c'est que ce sont les décisions, on va dire, d'une génération. Il y a des sauts technologiques de temps en temps dans le monde des SI. Et là, on est en train d'arriver à des décisions pour passer dans quelque chose de nouveau qui est radicalement différent de ce qui a été connu pendant les 5, 10, 15 dernières années où on a été dans la continuité. La dernière grande évolution, ça a été sans doute le déploiement justement de la première génération de ces ERP, où les entreprises ont fait des grands choix, ont décidé de structurer une grosse partie de leur gestion autour de leurs ERP. Et là, on arrive à une nouvelle vague où ces ERP historiques ont vécu, il s'est passé plein de choses, il y a des tas de changements technologiques qui se sont avérés durant la période. Les concepts étaient connus depuis un certain temps, mais aujourd'hui, tout tombe et les choix que l'on fait aujourd'hui se portent sur ces nouvelles générations et les choix qu'on fera aujourd'hui, les entreprises vont vivre avec pendant 8, 10, 12, 15, peut-être même plus. Alors, c'est le passage à une nouvelle génération de RP. J'y reviendrai dans quelques secondes de au moins ce que ça apporte et pourquoi vous ne pouvez pas passer à côté, même si ce n'est pas trop le propos du jour. Et associé à ça, ben, on a un changement de paradigme SI. Ça fait des années qu'on entend parler de cloud, qu'on entend parler d'externalisation, d'hébergement à différents endroits. Il se passe des choses et c'est le moment d'embrasser la nouvelle façon de fonctionner pour les années qui viennent. Et tout ça, évidemment, ben, si vous avez bien compris, c'est des décisions qui sont particulièrement importantes, avec des effets très, très structurants et engageants. Je mets pour 8 à 12 prochaines années. C'est parce que je n'ose pas mettre 10 à 15 prochaines années. Mais je pense que de toute façon, quand une entreprise part sur cette nouvelle version, elle part pour très, très longtemps. Alors, les nouvelles générations de RP,
c'est des nouveaux leviers pour l'efficience de l'entreprise. On ne peut pas les ignorer. On n'a peut-être pas envie d'investir maintenant, mais on ne peut pas retarder trop longtemps ces investissements-là. Tout simplement parce que on va se mettre d'abord à la traîne sur son propre développement, mais ensuite en risque par rapport à une concurrence qui sera armée d'outils qui lui permettra d'être plus efficient, de décider plus vite et quelque part de se transformer et de poursuivre leur stratégie d'évolution à une vitesse plus accélérée par rapport à la vôtre si vous ne vous avez pas fait tout le travail d'alignement de votre SI pour préparer tout ça. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Vous avez sans doute eu pas mal de présentations, assisté pas mal de présentations de SAP. Je reviens pas là-dessus. Je retiens juste quand même quelques points qui, pour moi, sont particulièrement importants dans cette nouvelle génération. La principale, c'est qu'on a un outillage qui permet, on va dire, des performances technologiques qui font qu'on peut simplifier beaucoup de choses. On peut avoir un accès aux données en temps réel qui fait que on n'a plus besoin d'avoir des couches des décisionnels embarquées ou superposées derrière. On peut vraiment simplifier beaucoup de choses et ça change pas mal de choses dans la façon de travailler. La deuxième chose qui change énormément dans la façon de travailler, c'est les nouvelles interfaces qui sont proposées. Bien sûr que c'est de l'ergonomie, mais c'est surtout la capacité à personnaliser les écrans de travail, les postes de travail des collaborateurs pour qu'ils puissent aller plus vite à l'essentiel, moins de clics, plus de mise en évidence de ce qu'ils doivent travailler, plus de visibilité sur ce qui est important pour eux. Tout ça, ça doit permettre, quelque part, si c'est arrivé chez vous, de siloter un certain nombre de fonctions opérationnelles où on peut constater que certains départements acceptent un input des données qui rentrent, les poussent en sortie et quelque part ne savent plus très bien pourquoi ça leur arrive et pourquoi ça quitte chez eux et où ça va. Donc, il y a moyen de faire vraiment beaucoup, beaucoup sur l'efficience de votre entreprise. Ces nouvelles générations de RP, c'est bien sûr des socles pour accueillir toute la transformation digitale qui arrive sur nous, qui requiert, pour être exploité à fond, des socles, des réceptacles, pour pouvoir accueillir l'IoT, l'IA, le prédictif, tout ça. Si vous n'avez pas des socles solides, vous aurez du mal à en profiter. Et bien sûr, sous-jacent à tout ça, vous avez la promesse du cloud avec tous ses avantages, tous ses inconvénients. Tout ça, ça tombe aujourd'hui. Ça fait partie des choses que vous devez absolument embrasser aujourd'hui. C'est le moment d'adresser de nouveaux enjeux. Je vais juste les lister rapidement. À nouveau, ça fait l'objet de réflexions et de présentations que vous pouvez accueillir et recevoir en grand nombre par ailleurs. Mais ne vous oubliez pas, un projet de cette nature, ce sont des enjeux pour le SI, mais des enjeux aussi pour le métier qu'il faut mettre en regard des décisions que vous allez prendre. C'est sans doute le moment de repenser l'adaptation de votre SI à son organisation. C'était même le moment d'adapter votre organisation à une nouvelle façon de travailler pour demain. Parfois, des organisations se sont trouvées un peu limitées ou structurées de façon structurée par leur SI qu'ils ont déployé et quelque part font des contorsions pour travailler parce qu'ils n'auraient pas l'outillage pour les accompagner. C'est le moment de repenser votre organisation, c'est le moment de repenser vos processus, c'est le moment de penser à la nouvelle façon de travailler avec plus de digital, plus de mobilité. C'est le moment de penser à comment vous feriez les choses différemment si votre dialogue de gestion était accéléré. C'est le moment d'être absolument sûr que la RGPD est prise en compte naturellement et que vous n'avez pas à justifier ou vous inquiéter outre mesure de choses qui peuvent vous arriver par après. Et c'est bien sûr le moment de replacer la valeur du SI face à la stratégie de l'entreprise. De l'autre côté, côté SI, c'est le moment, grâce notamment à ces nouvelles générations et le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, mieux pensées ou pensées différemment à la base de la lumière de l'expérience de ce qui s'est passé avant, pour simplifier votre architecture fonctionnelle, votre architecture applicative. C'est le moment de vous débarrasser d'un grand nombre de spécifiques, un retour au standard. C'est l'opportunité de réduire un grand nombre d'interfaces, notamment vers les décisionnels, les reporting, les couches qu'on a souvent mis par au-dessus, qui deviennent moins nécessaires.
C'est peut-être le moment aussi de réfléchir à de la purge. Vous traînez des données en long et en large. Certaines sont utiles et d'autres ne font que ralentir vos systèmes ou causent des problèmes d'exploitation et de performance. C'est le moment aussi de regarder votre infrastructure aujourd'hui, de réfléchir à comment et quand l'actuel se termine et de changer totalement votre vision de comment vous pouvez vous équiper en infrastructure, qui peut vous aider, quelles sont les offres de services. C'est bien sûr, dans cette ère très ouverte, le moment de régler tous vos problèmes de sécurité, de revenir sur l'intégrité et la cohérence de tout ce qui s'y passe. C'est le moment, bien sûr, de reposer vos partenariats et avec l'interne, peut-être plus d'externalisation ou au contraire plus de réappropriation, plus de reconquête et de maîtrise de vos SI. Tout ça sont des enjeux absolument importants qu'il faut absolument avoir le temps de traiter dans la préparation de notre sujet, euh, qui est combien de temps est-ce qu'on a réellement pour se préparer. Alors, de manière très basique, eh bien, il faut répondre à ces questions. C'est quoi et pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Comment on va le faire? Avec qui on va le faire? Quand faut-il le faire? Et bien sûr, combien est-ce que cela va coûter? Il faut absolument avoir ces réponses à ces questions, de préférence avant de commencer, ou du moins les plus précises possibles en termes d'orientation pour ne pas rencontrer des difficultés en cours de route qui pourraient mettre en cause la trajectoire de vos projets. Alors, pour examiner ça et pour répondre à cette question, je vous propose de regarder ça avec un petit rétro-planning. Alors, en haut de cette frise, j'ai mis une petite frise sur la maintenance ECC6. Grâce à ce qu'on a vu, ben, aujourd'hui, on est dans le vert, grâce à cette décision. On est dans le vert jusqu'à fin 2027, et ensuite, on va rentrer ben, dans une période de maintenance qui va coûter un peu plus cher, donc on va dire dans la phase suivante en jaune. Et donc, idéalement, ben, votre projet, vous aimeriez bien que vous en acheviez le déploiement au plus tard avant de passer durant cette phase où la maintenance d'un existant qui serait encore à assurer commencerait à coûter plus cher. Pour terminer un déploiement qui pourrait durer entre 3 ou 12 mois, voire peut-être plus en fonction de la nature de votre entreprise et de comment vous le déployez. Il y a des organisations qui mettent même peut-être presque 36 mois à déployer leur ERP la première fois. Et ne vous trompez pas, cette montée de version, en fonction de comment vous engagez votre projet, il peut être plus ou moins lourd. De toute façon, comptez au moins sur 3 ou 12 mois pour finir de le déployer. Donc pour le déployer et être prêt pour que ça ne déborde pas trop en 2028, ce serait bien qu'il se termine votre projet au premier trimestre, on va dire, de 2027. Pour terminer ça, ben, il faudrait que votre projet, quelque part, il ait commencé, on va dire, tout début 2026, voire au premier, durant le premier trimestre 2026 ou plus tard. Idéalement même, vous avez fait tous les travaux de lancement et de contractualisation juste avant. Ce qui nous amène effectivement au fait que si vous avez besoin de vous faire assister, un projet de cette nature, il y a de fortes chances que ça vous embarque sur un exercice de consultation avec un appel d'offres qui vous prendra un minimum 4 mois et je pense plutôt 6, voire même plus quand on prend en compte des temps morts de congés et autres durant l'été si vous traversez cette période. Bon, bien sûr, ça ne vous empêche pas d'avoir peut-être démarré votre projet pendant un certain nombre de mois en parallèle de travaux que vous faites en appel d'offres, des travaux qui concourront à faire avancer le projet. C'est pousser un certain nombre d'études pour que les premières phases du projet trouvent toutes les réponses que les métiers doivent apporter. Bon, pour arriver à ça, pour être en position de lancer un appel d'offres correctement, en fait, il va falloir faire un cadrage de ce projet. Vous referez peut-être un cadrage opérationnel une fois que vous aurez choisi votre intégrateur, votre partenaire et que vous aurez décidé des choses, mais malgré tout, ce projet,
pour le structurer correctement, il va falloir quand même, dès lors que le projet est décidé, rien que pour le mettre en œuvre correctement et le lancer, il va falloir compter un certain nombre de mois pour pousser la préparation au bout. Et ça va inclure et se chevaucher avec tout un exercice budgétaire. Je vous ai dit au départ que ce sont des projets qui vont nécessiter des budgets qui vont requérir l'attention au plus haut niveau de la direction générale et donc quelque part de rentrer dans un cycle d'investissement. Et beaucoup d'entreprises ont un processus budgétaire qui commence en fin Q2 et qui essaye de se terminer en fin Q3. Et ensuite, il se raffine tout derrière pendant de nombreux mois et puis vous suivez bien sûr toute l'année qui suivante. Ça veut dire que vous devez être en mesure d'apporter des inputs à cette instruction budgétaire, sans doute pour la fin du premier trimestre, deuxième trimestre de l'année de l'exercice qui va précéder le déclenchement de ces budgets. Donc, si vous voulez pas être pris de court sur les investissements que vous avez à faire, c'est plus qu'intéressant, voire même impératif, d'inclure tout ce processus budgétaire dans votre planification de votre projet. Alors, avant de faire évidemment un budget, il faut avoir réfléchi quand même à un certain nombre de questions très très importantes qui sont qu'est-ce qu'on va faire durant cette période? C'est l'occasion d'adresser quoi? Donc, c'est un peu tous les enjeux dont on a évoqué rapidement les termes. C'est d'abord de réaligner le SI peut-être sur le modèle organisationnel de l'entreprise. C'est de repenser un certain nombre de processus que vous savez ne pas être optimal aujourd'hui, qui auraient mérite vraiment d'être réexaminés. C'est peut-être de repenser totalement la gouvernance de votre SI aujourd'hui. Le SI a souvent vécu un certain nombre, ou en tout cas sa gouvernance, de traumatismes qui n'étaient pas totalement pensés jusqu'au bout, particulièrement ou parfois parce qu'on ne savait pas exactement ce que le résultat final allait donner. Donc le fait de rentrer dans un ERP, on perd un certain nombre de choses sur sa façon de le gérer, de l'évoluer. Mais ça, à la rigueur, les entreprises ont depuis longtemps réussi à se l'approprier. Après, vous avez peut-être pris des décisions sur de l'externalisation, que ce soit de l'externalisation des compétences de réalisation, des compétences d'exploitation, d'hébergement ou autres. Et peut-être que vous vivez une période où la maîtrise de votre SI, elle n'est plus totalement optimale. Et d'ailleurs, ça vous met en risque par rapport à votre capacité à gérer ce qui se passe sur votre SI, en gérer le timing et en gérer les budgets. Donc, c'est le moment de repenser ça. La RGPD, pour beaucoup d'entreprises, c'est encore assez indolore en ce moment, mais malgré tout, on ne peut pas se permettre de faire un projet de refonte sans être sûr que c'est totalement embarqué sur toute la chaîne et que vous avez tout mis en place pour éviter que ce soit un sujet qui ressurgisse et qui vous demande des contorsions que vous n'avez pas prévu de faire. C'est le moment de penser à votre purge et archivage. Et bien sûr, tout ça, c'est pour quelque part arriver aux grandes confirmations. C'est quoi votre architecture fonctionnelle que vous allez mettre en place et c'est quoi l'architecture technique qui va gérer tout ça. Bien sûr, vous pouvez faire le choix de dire on va partir avec la version S4HANA de SAP dans le cloud et tout ça se règle. Mais arriver à ces décisions nécessite un peu d'instruction. Et puis le problème, c'est qu'évidemment, il y a un certain nombre d'applicatifs qui tournent autour et qui, si elles sont là, apportent une valeur à votre entreprise. Et il faut savoir comment tout ça va interagir. Et donc la réflexion de vos architectures est vraiment un sujet cœur que vous devez avoir le temps d'instruire. En amont même de pouvoir faire ça, il est fort possible que vous ayez à sensibiliser votre direction générale au fait qu'on a un vrai sujet devant nous, qu'il va falloir y passer du temps, que ça va durer un tout petit peu,
qu'il y a des décisions très structurantes à prendre qui vont engager l'entreprise sur un certain nombre de choses pendant un grand nombre d'années derrière, que l'on va engager du gros budget. Et avant de demander le budget, mon expérience, c'est que c'est une bonne idée d'en parler, peut-être même plus d'un an avant, pour que ça puisse faire son chemin, pour que les objections, les interrogations puissent être adressées, pour que les directions générales puissent demander toutes les études qu'elles ont besoin, tous les comparatifs, tous les benchmarks, faire tout un travail d'acculturation des offres qui existent pour être en mesure de comprendre les décisions que vous allez leur apporter et bien sûr, évidemment, d'obtenir leur soutien et leur sponsorship. Voilà un déroulement pas particulièrement volontariste, mais pas particulièrement lent pour instruire et tenir euh, euh, la réalisation d'un projet dans des conditions correctes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait se dire, bah, tiens, ça tombe bien, on est en 2020, les 2 années qu'ils nous ont données, finalement, j'avais pas particulièrement besoin de m'exciter aujourd'hui parce que si je commence en 2022, je serai encore euh, à temps pour terminer comme il faut. Alors peut-être, hein, mais il y a un autre sujet qu'il ne faut pas évoquer, qu'il ne faut pas oublier, évacuer, c'est qu'un projet de cette nature euh, va nécessiter des éléments d'infrastructure. Donc quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que pour que votre projet puisse démarrer, ben, il faut son infrastructure cible. Et pour passer sur les nouvelles générations, il y a de fortes chances que votre infrastructure va devoir être revisitée et il va falloir investir là-dessus. Euh, Ça arrive, vous l'avez peut-être vécu, vous lancez un projet et puis vous mettez tout le monde au chômage technique pendant quelques semaines parce que on n'a pas d'environnement pour travailler. Mettre en place une infrastructure, ça va vous prendre au moins 2 mois, dès lors que vous avez ce qu'il faut avant. Commander une infrastructure, ça peut prendre encore plus de temps parce que il faut spécifier ce que vous voulez, il faut passer une commande et puis il faut parfois attendre d'être livré. Et là, parfois, la commande et la mise en œuvre se cumulent pour arriver à un délai où vous avez presque une demi-année qui passe, voire plus, avant de pouvoir vraiment engager votre travail sérieusement. Pour faire ça, vous n'allez pas commander sans avoir réfléchi exactement à ce que vous voulez, faire des choix structurants sur ce que vous faites à l'externe, ce que vous faites en interne, comment vous voyez la suite. Ça peut bien sûr vous engager à faire un petit appel d'offres sur le choix de partenaire, le choix de comment vous allez être accompagné pour la suite. Et donc, toutes ces études sur l'hébergement ensuite et l'infrastructure avant, elles doivent être réfléchies, on va dire, en vis-à-vis, quelque part, des architectures techniques que vous allez vouloir mettre en place. C'est un tout. Il faut vraiment bien garder ça en place. Alors, bien sûr, la petite ligne orange aujourd'hui, il y a moyen de le faire. Elle n'a pas besoin de prendre 3 ans et demi tel qu'elle est exposée sur mon schéma. Néanmoins, il y a certaines phases incompressibles sur la dernière partie qu'il faut avoir en tête, qui peuvent vous jouer des tours si vous attendez trop longtemps. Et le reste, au moment où vous allez réfléchir à votre architecture technique cible, réfléchissez au reste en parallèle. Donc voilà un projet qui pourrait se tenir et on démarrait ça en 2022. Euh, bon, il serait de bon ton quand même de faire un petit audit technique avant pour vérifier qu'il se passe rien de particulier que vous auriez besoin de connaître. Et donc, je vous dirais, ce beau projet, il tient, mais on va dire oui, mais. Oui, mais. Le premier grand mais, c'est en fait la disponibilité des ressources de l'écosystème. Et là, aujourd'hui, la vision qu'on peut avoir, c'est que si vous faites votre projet à cette période-là, donc à partir de 2026, et que vous vous retrouvez dans le flot des clients qui ont fait le même choix que vous, en fait, il va y avoir d'énormes goulots, d'étranglements et d'asphyxie sur les ressources qui sont disponibles.
Et donc, notre barre temps, en fait, elle n'est pas verte jusque fin 2027 et puis passe en orange. En fait, elle passe en rouge dès début 2026, c'est-à-dire le démarrage des grands projets. Euh, Elle sera en orange même en avant, parce qu'il y aura quand même un certain nombre de personnes qui vont commencer à anticiper. Et donc, vous n'aurez peut-être pas le choix des meilleures équipes, vous n'aurez peut-être pas les meilleures offres du marché, vous n'aurez peut-être pas l'offre la moins chère, parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir raréfication des offres, et en fait, ce sera plutôt un marché d'offres plutôt qu'un marché de demande. Donc tout ça pour dire que peut-être que la bonne approche, c'est de, si on veut éviter ça, c'est de réfléchir et avancer son projet pour être dans une période un peu verte au moment où on fait les choix. Et donc l'orange, où il commence à y avoir la rarification, en fait, votre équipe est déjà embarquée. Ça vous éviterait un certain nombre de surprises. Et là, vous voyez qu'en fait, finalement, ce projet, ben, il faudrait commencer à y réfléchir dès maintenant. Voilà. Donc, déjà, avec ce premier constat, je dirais attention à ne pas trop traîner pour lancer votre projet, pour ne pas vous retrouver en dépendance du choix de vos projets et de vos partenaires. Bon, peut-être, je reviens à notre vision, on va dire un peu nominale. Peut-être vous me dites que, ben, vous inquiétez pas, chez moi, j'ai les ressources en interne et mes prestataires sont suffisamment captifs et intérêts à me suivre. Donc, je ne crains pas trop ça. Soit. Euh, Néanmoins, il y a peut-être un autre sujet qui peut changer votre point de vue sur le déroulement de votre projet. C'est le fait que je vous parlais de faire un petit audit, mais peut-être qu'il faudrait faire une petite étude d'obsolescence assez rapidement de votre infrastructure. Parce que malgré tout, sans infra, rien ne se passe. Et si votre infrastructure est peut-être pas aussi bonne ou peut-être ne dure pas aussi longtemps, c'est-à-dire ne vous permet pas de tenir jusque 2026, ou même au-delà, enfin fin du déploiement plutôt fin 2027, début 2028, infrastructure actuelle, et vous faites un petit audit et vous découvrez qu'en fait votre infrastructure, en fait, elle est déjà très souffrante et vous pouvez peut-être la faire tenir quelques années, mais globalement, à partir, par exemple, dans mon exemple, à partir de 2026, euh, eh ben, elle sera totalement amortie et en risque maximal. Ça veut dire que vous devez engager votre projet, pas pour le commencer à cette date, mais pour qu'il soit terminé. Et là, eh ben, je dirais un peu rebolote, euh, vous avez plutôt intérêt à démarrer votre projet assez vite pour justement ne pas vous retrouver dans cette situation où vous avez un risque majeur que votre infrastructure vous lâche en cours de route. Cette situation, en tant que consultant et partenaire de nombreux clients, en fait, cette situation de l'obsolescence technique ou l'obsolescence de l'infrastructure, elle est beaucoup plus prégnante que l'on pouvait imaginer. Et en fait, elle est particulièrement structurante et elle amène beaucoup de nos clients à accélérer leur réflexion sur quand ils vont engager ce projet parce que simplement, ils vont pas pouvoir tenir la distance d'un projet dans la durée telle qu'il est proposé ici. Donc, c'est une bonne idée de regarder ça et si vous avez l'occasion, commencez par un projet plutôt pour avoir un projet cohérent dans son ensemble. Alors, prenons le cas où en fait votre infrastructure, c'est le dernier cas que je vais afficher aujourd'hui. Le dernier cas, c'est en fait votre infrastructure en fait est beaucoup plus en mal en point que ça, et finalement vous ne pouvez pas tenir. Et donc votre étude d'obsolescence a en fait montré que vous êtes déjà dans l'orange, voire le rouge, et qu'à partir, par exemple, la fin de l'année prochaine, en 2021, eh ben, vous avez un risque maximal sur ce qui se passe. Là, clairement, on ne va plus pouvoir faire les choses de la même façon. Et là, ce qui risque de se passer, c'est que notre petit sujet qui est en bas de la ligne de temps, eh ben, vous allez devoir vous y prendre autrement. Vous allez devoir faire un projet, on va dire, plus petit et beaucoup plus resserré.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce temps-là? Heureusement, eh ben, vous pouvez faire un passage, on va dire, technique. Vous pouvez changer, passer par exemple sur ANA, mais donc vous pouvez faire des tas de choses en termes d'infrastructure, mais vous le sentez bien en faisant ça. Alors, ça vous achètera du temps pour le reste. Une fois que vous avez fait ça, votre contrainte d'infrastructure va changer, tout va repasser dans le vert et vous allez pouvoir réengager un projet derrière un peu peut-être sur le timing que l'on vient d'afficher. Euh, L'inconvénient, et je ne l'ai pas affiché ici, c'est que vous aurez fait un projet d'infrastructure qui vous aura quand même coûté un peu d'argent. Peut-être pas tant en temps d'un point de vue projet, mais malgré tout, vous aurez dû faire des choix d'infrastructure nouveaux, que vous aurez fait de manière un peu précipitée, et vous aurez fait des choix qui vont quand même être assez structurants pour la suite de votre projet. Donc, soit vous allez vous en servir pour faire le projet tel qu'il est proposé ici, soit en fait vous allez vous dire que c'était pas les bons choix et il va falloir réinvestir et refaire un autre projet d'infrastructure. Et là, vous aurez investi, on va dire, quasiment à fond perdu. Et certains des projets d'investissement d'infrastructure ne sont pas totalement gratuits, comme vous pouvez le savoir. Euh, donc, qu'est-ce que je vous recommande avec ça? Alors, on pourrait décliner les d'autres scénarios, mais c'était les trois cas que je voulais un peu attirer votre attention aujourd'hui pour vous sensibiliser sur le fait que vous n'avez peut-être pas trop de temps pour terminer tout ça. Parce que bien sûr, ce projet, le fait, j'ai oublié de le signaler, c'est qu'en revenant à T0, vous vous confrontez de nouveau au problème de la disponibilité des ressources à nouveau là-dessus. Donc, euh, ce que je vous recommanderais, c'est de partir effectivement de cette vision un peu puriste, théorique, et en disant, ben voilà, mon projet, au plus tard, il peut se terminer à cette date-là. Je vous engage à vraiment à faire votre étude d'obsolescence au plus tôt pour lever tous les doutes qui peuvent y avoir sur votre chemin et quelque part d'être sûr que vous avez connaissance du chemin critique de toutes ces problématiques que vous avez à traiter. Dès que vous avez à peu près ça en tête, ben, c'est le moment de commencer à sensibiliser votre direction générale, d'engager un certain nombre de premières études qui permettent de poser un peu le sujet. Ensuite, ben, de ne pas trop traîner sur ces premiers dossiers d'instruction. Alors, vous avez un peu de temps. Là, il se terminerait mi-2022, mais malgré tout, il pourrait traîner un tout petit peu. Mais vous ne voulez pas trop traîner parce que vous ne voulez pas rater, on va dire, l'instruction budgétaire de l'année suivante, quelque part. Donc, soit pour démarrer l'ensemble des efforts en 2023, enfin, de pouvoir démarrer ça et d'être sûr que vous engagez votre projet à partir de 2024 comme il faut. Voilà. Donc, en commençant un peu plus tôt, vous vous octroyez une petite marge si jamais il y a un peu de dérapage. Mais la crainte qu'on peut avoir, c'est que malgré tout, il y a des grains de sable qui grippent la machine et que certains des sujets amont prennent un peu plus de temps. Et le fait de ne pas faire, par exemple, la colonne jaune avec les grands bleus correctement, eh ben, c'est vous priver d'un certain nombre d'options et de possibilités vraiment au plus haut niveau de l'entreprise et de sa stratégie de développement et de son succès, parce qu'on ne se donne pas le temps de les aborder complètement alors qu'ils sont partie prenante du succès de l'entreprise. Alors pour terminer notre webinaire, alors bien sûr mes disponibilités de ressources sont toujours là et là vous avez fait ce qu'il faut pour euh, éviter cette crise sur les ressources. En synthèse, les grandes décisions à prendre, elles sont très génériques, il faut juste les avoir en tête. La première, c'est que ce dossier, il doit être lancé. Ne traînez pas trop, lancez ce dossier. Vous n'êtes pas obligé d'en définir une ampleur énorme, mais commencez à mettre ce sujet sur la table pour pouvoir en parler à votre direction générale assez rapidement. La deuxième décision qu'il y aura à prendre plusieurs mois après, ce sera quand même de valider l'ambition et la portée du projet et son budget. Au plus tôt ces éléments sont clarifiés, au moins dans les grandes lignes, au mieux vous porterez pour faire la suite.
Vous avez des décisions structurantes sur vos choix d'architecture applicatifs, fonctionnels, techniques, tous ces éléments-là. Il faut faire des choix et partager ces choix sans doute au niveau le plus haut parce qu'elles sont super structurantes. Vous devez décider avec quelle équipe vous partez et donc sans doute avec quel partenaire. Et enfin, la dernière grande décision que vous aurez à prendre, c'est celle de formellement démarrer le projet et de lancer la chose. Il n'est pas bon d'être en mode projet, on va dire, mais c'était mes boîtes vertes, pendant des durées trop longues. On pense qu'entre 9 et 15 mois, voire 18 maxi, c'est des durées optimales, plutôt entre 9 et 15 pour faire un projet de cette nature. Après, le déploiement, c'est quand même un tout petit peu autre chose. Mais donc, ne rentrez pas en mode projet avec tout le monde trop tôt. Néanmoins, au moment d'y passer, vous devez formellement lancer ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour démarrer? Je vous invite donc à engager ces petites études d'obsolescence, identifier votre chemin critique et comprendre ce qui est vraiment structurant pour votre entreprise et votre contexte. Deuxième point, sensibiliser votre DG et obtenir des orientations. Donc, engager un certain nombre de travaux d'acculturation sur ce qui se passe dans le monde extérieur, montrez-leur s'ils n'en sont pas convaincus que c'est des sujets auxquels ils ne pourront pas échapper. Troisième point que je peux vous conseiller, c'est de regarder déjà ce que vous propose votre éditeur favori. Il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies, mis en œuvre. Le problème, c'est qu'il y en a tellement, c'est que parfois on ne sait pas par où commencer. Donc, rapprochez-vous de sachants, rapprochez-vous aussi de vos équipes éditeurs qui vous accompagnent. Et pensez aussi que dans le cadre de la maintenance que vous payez, vous avez droit à un certain nombre de choses. Souvent, vous l'avez su au moment de signer le contrat initialement, et puis aujourd'hui, vous n'y pensez plus. Donc, regardez ce qui est déjà à disposition. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent déjà vous aider à apprécier ce qui est possible, comment il faut conduire des projets de cette nature, les différentes étapes et les choses qu'il y aura à traiter. Et ensuite, bien sûr, pour faire un peu de publicité pour nous-mêmes, je vous invite aussi à suivre nos autres webinaires où on va adresser progressivement un certain nombre de questions de comment on conduit, les choses auxquelles il faut penser, les éléments pratiques pour avancer sur ce projet. Et donc, en synthèse, s'il y a des choses à retenir aujourd'hui, on rentre dans une période, on va dire, d'opportunités majeures. Et pour ne pas être négatif, je n'ai pas ajouté et de risques très importants. Risque important si on ne saisit pas très bien ces opportunités et qu'on n'apprécie pas, le deuxième point, ces décisions qui sont très structurantes et engageantes qui sont à prendre. C'est le deuxième volet. Le troisième point à retenir, c'est que le temps d'instruction est long. Si on veut faire ça correctement, vous avez peut-être un peu de temps devant vous si vous démarrez aujourd'hui votre instruction. Le risque de ne pas le faire, c'est que vous allez être obligé de prendre un certain nombre de raccourcis dans vos décisions et de passer à côté de certaines opportunités dont certaines peuvent être vraiment majeures. Et quelque part, le mot de la fin, ce sera de dire que il est interdit de procrastiner. Même si vous choisissez de ne pas rentrer en vitesse importante sur ce dossier en 2020, je pense qu'il est néanmoins important d'au moins poser le planning d'instruction de votre dossier dès aujourd'hui et de faire ce petit travail d'étude d'obsolescence de votre situation juste pour clarifier votre chemin critique. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai débordé de quelques minutes par rapport au temps qui était annoncé. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à les prendre dans quelques minutes. Sinon, ceux qui auraient besoin de repartir, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me recontacter par ailleurs si vous avez des questions qui vous viennent par après. Je suis naturellement à votre disposition.